Donc c'est bon, tout le monde m'entend, il n'y a pas de souci? Ok, donc on va faire voilà, quelques révisions sur le programme de médecine physique et réadaptation, hein. Donc on va voir donc, les items qui sont vraiment spécifiques de la MPR, l'enfant handicapé, la personne handicapée avec les évaluations fonctionnelles et thérapeutiques, les complications liées au décubitus et après les principales techniques de rééducation et de réadaptation. Donc voilà le plan qu'on va avoir donc, pour ces 30 minutes de révision. Donc on va refaire la CIF, les complications de décubitus, les différentes techniques de rééducation, les adaptations médico-sociales lorsque le patient doit retourner à la maison ou doit adapter son environnement et les particularités importantes chez l'enfant. Donc la CIF, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est ce qui va nous permettre de faire une rééducation efficace avec un bon état des lieux et des objectifs. Donc tout d'abord, on commence par la déficience. Donc c'est la perte de substance ou l'altération d'une fonction d'une structure psychologique, anatomique ou physiologique. Donc on va prendre l'exemple, par exemple, d'un patient qui a fait un AVC. Donc suite à cet AVC, ce patient va avoir un déficit moteur, par exemple au niveau du membre inférieur. Donc ça va avoir des répercussions sur les activités. Donc les activités, en fait, c'est la capacité d'accomplir une activité de façon considérée comme normale pour un être humain. Par exemple, voilà, la marche. Donc chez ce patient qui est hémiplégique et qui a un déficit au niveau du membre inférieur, eh ben, la marche va être difficile. Donc il y a une altération de ces activités. Et cela va entraîner une altération de la participation. Donc ça va interdire ou limiter l'accomplissement d'un rôle considéré comme normal, mais cette fois-ci compte tenu de l'âge, du sexe et des facteurs socio-culturels. Donc admettons que notre patient qui a fait son AVC, il avait une quarantaine d'années, qu'il avait l'habitude de faire des randonnées, ben c'est une activité qu'il ne va pas pouvoir refaire. Donc tout ça est à moduler bien sûr avec les différents facteurs environnementaux et personnels parce que chaque personne est différente, avait une vie différente et des objectifs de vie différents. Voilà, donc là maintenant on va passer aux échelles d'évaluation. Donc il y a des échelles d'évaluation pour les déficiences. Donc par exemple au niveau articulaire, donc quelqu'un qui s'est fait opérer du genou dans un premier temps va avoir peut-être un flessum de genou. Donc on va mesurer ça grâce à la mesure des amplitudes articulaires en degrés. On peut avoir des altérations sensorielles, donc notamment une douleur qu'on va mesurer grâce à l'échelle visuelle analogique. On peut avoir une altération, comme sur l'exemple que je donnais initialement, de la motricité. Et là, on va utiliser la cotation MRC. Et après, au niveau cognitif, on peut avoir le MMS, le MoCA. Il y a plein d'échelles différentes pour ces déficiences. Ensuite, on va avoir des échelles pour évaluer les limitations d'activité. Donc, on va les différencier en généralistes et spécialisés. Donc, pour tout ce qui est échelle généraliste, il faut revenir à l'échelle de Rankine, donc qui est une échelle quand même assez globale du handicap. On a l'index de Bartel qui est très utilisé dans les pathologies neurologiques, notamment pour l'AVC, hein, donc qui catégorise les différents champs d'activité de vie et qui mesure tout ça sur 100. Ensuite, on a la MIF, qui est la mesure d'indépendance fonctionnelle. Pour les personnes âgées de plus de 60 ans, on va utiliser la grille Agir, hein, qui va nous permettre de déterminer la part, mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. On a aussi l'IADL, qui est une échelle d'activité instrumentale de la vie courante, principalement pour les troubles cognitifs. La SIF 36, l'HAQ pour la qualité de vie et plein d'autres. Et ensuite, on a des échelles qu'on dit spécifiques, hein, qui sont dédiées soit à un symptôme, soit à une pathologie. Hein. Donc, la lombalgie, on a par exemple l'échelle de dorsolombalgie de Québec, les FEL, l'autoquestionnaire de Dallas. Pour la polyarthrite rhumatoïde, on a la DAS 26. L'AVC, on va utiliser le score NIHSS. La sclérose en plaques, le score EDSS. Et lésions médulaires, le score AIS. Donc, voilà, il y a plein d'échelles. On va éviter de toutes les dire pour ne pas vous assommer avec trop d'échelles. Voilà, maintenant on va passer aux différentes complications de décubitus. Donc voilà, donc chez ces patients qui sont handicapés, qui sont alités, on va avoir plusieurs complications. Donc par exemple au niveau cutané, hein, donc c'est des patients qui vont être plus à même de s'abîmer la peau et de faire des escarres. Donc ça aussi, on va développer ça un petit peu plus tout à l'heure. On peut avoir des complications neurologiques avec des troubles de la conscience, ce genre de choses. Au niveau respiratoire, l'alitement va favoriser l'encombrement bronchique et les atélectasies. Hein. Donc thromboembolique, bien évidemment. Donc ces patients sont plus à risque de thrombophlébite. Donc surtout, ne pas oublier les bas de contention chez ces patients-là. Au niveau digestif, la position en décubitus va favoriser
les reflux gastro-œsophagiens, tout ce qui est fausse route, et bien sûr va entraîner un ralentissement du péritastisme intestinal qui va entraîner de la constipation. Au niveau urinaire, là aussi, on va avoir une stase au niveau vésical qui va entraîner des lithiases et un risque d'infection plus haut. Au niveau musculo-squelettique, donc du coup, le décubitus et surtout l'absence de mobilité et de mouvement va entraîner donc des enraidissements articulaires et une amyotrophie globale. Donc, c'est des patients, même s'ils sont alités, qui n'ont pas de capacité motrice en soi, qu'il ne faudra pas hésiter à mobiliser pour éviter ces enraidissements qui sont parfois difficiles à récupérer par la suite. Ensuite, au niveau métabolique, on peut avoir des conséquences phosphocalciques. On a bien sûr une désadaptation cardiovasculaire, hein, donc le patient qui reste alité désadapte son système cardio-respiratoire et donc on a plus à risque d'hypotension orthostatique lorsqu'on voudra verticaliser son patient. Donc ça aussi, c'est très important. Au maximum, voilà, le patient, il faut le mettre au fauteuil et le verticaliser, par exemple, avec une table de verticalisation. Après, au niveau psychologique, bien sûr, ça va entraîner voilà, des troubles de l'humeur, de l'anxiété, de la dépression. Voilà. Ensuite, donc, on va faire quelques rappels sur les escarres. Donc, les escarres, c'est surtout de la prévention primaire. Donc, pour n'importe quel patient qui est alité, il faut y penser. Donc, on a des facteurs de risque qu'on dit intrinsèques, donc qui dépendent proprement du patient, et des facteurs de risque extrinsèques qui dépendent plus de l'environnement. Donc, au niveau intrinsèque, on va pouvoir jouer sur, par exemple, la dénutrition. Donc, un patient qui est bien nourri et qui a les apports caloriques suffisants va être moins à risque de faire des escarres. On va pouvoir jouer aussi sur l'incontinence, notamment urinaire. Voilà, par exemple, un patient qui est alité trop longtemps et qui macère dans les urines, il ne faut pas hésiter à lui mettre une sonde urinaire pour éviter le développement d'escarres. Ensuite, une incontinence rectale, là aussi, ça entraîne des macérations, donc changement de protection assez régulièrement, équilibrer le transit. Voilà. Après, c'est des patients qui ont souvent des troubles de la sensibilité, donc qui ne vont pas sentir le premier signe d'alerte d'une escarre qui est la douleur. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à checker la peau régulièrement pour voir s'il n'y a pas de rougeur. Voilà. Et donc, comme on disait, donc l'alitement, ça entraîne une diminution du débit circulatoire cutané avec l'anémie, l'hypovolémie, l'hypoxémie qui localement favorise l'escarre. Voilà. Après, au niveau extrinsèque, donc il y a tout ce qui est matelas. Donc forcément, un matelas qui est dur, donc ça va favoriser les escarres. Donc ça aussi, il faut penser au matelas anti-escarre quand on sait qu'on va avoir une situation de décubitus prolongée. Après, tout ce qui est phénomène de friction, cisaillement, qui vont entraîner entre par exemple le drap et la peau, des phénomènes locaux qui vont entraîner des escarres. Donc comme on peut le voir sur les petits schémas, donc selon la position, on a des zones préférentielles d'escarres. Donc sur la position allongée, ce sera principalement les talons et le sacrum qui sont à risque. Sur la position assise, ça sera plutôt les ischions. Donc un des moyens de lutter contre les escarres, en plus de tout ce qu'on vient de dire, c'est aussi le changement de position. Hein. Donc, même au lit, on peut alterner des positions de décubitus latérales toutes les 3 heures. Voilà, donc on va faire un bref rappel sur les 4 stades de l'escarre. Hein. Donc, le stade 1, c'est un érythème persistant qui touche essentiellement l'épiderme. Au stade 2, on va avoir l'apparition d'une plictène avec une atteinte un petit peu plus profonde au niveau de la peau qui va aller jusqu'au derme. Au stade 3, on va avoir une ulcération qui est plus profonde, qui va jusqu'à l'hypoderme. Et le stade 4, c'est le stade le plus grave. On a une destruction vraiment importante des tissus subcutanés qui dépassent le fascia et qui vont jusqu'à la nécrose. Donc, dans le cas des stades 4, on peut envisager des solutions chirurgicales. Donc, comme je disais, donc, les escarres, ça passe tout d'abord par la prévention. Donc, à chaque fois qu'on a un patient qui a risque d'escarre, on fait une évaluation du risque avec l'échelle de Norton, qui est la plus utilisée, donc qui prend en compte la condition physique, la condition mentale, l'activité et la mobilité. Il y a aussi l'échelle de Waterloo. Donc, comme je disais, donc, ça passe par des changements de position, donc en favorisant bien sûr l'assise et la verticalisation, le matelas anti-escarre, et prévenir les phénomènes de frottement, de cisaillement, de macération. Et bien sûr, checker le niveau nutritionnel, donc que ça soit biologique ou par surveillance du poids. Voilà, donc maintenant on va passer au rappel sur les principales techniques de rééducation et de réadaptation. Donc,
En MPR, on a quand même une large équipe de protagonistes qui sont tous dirigés par le médecin MPR. Ensuite, on a les professions paramédicales, donc avec le kinésithérapeute, qui peut évoluer soit en centre de rééducation, soit en libéral. L'ergothérapeute essentiellement en centre de rééducation. L'orthophoniste peut aussi avoir une activité libérale. Psychomotricien, orthoptiste, pédicure, podologue. Et après, d'autres professions qui s'articulent autour, donc à savoir les psychologues, les neuropsychologues, qui sont très utiles pour faire les bilans cognitifs, les orthoprothésistes et les podoorthésistes, et bien sûr l'aspect social important avec les assistantes sociales. Voilà, donc la prescription de kiné, donc comme toute prescription, donc, se fait sur une ordonnance, avec bien sûr les coordonnées complètes du prescripteur, la date, le nom et prénom du patient. Donc on précise qu'on veut comme soin, donc soit de la massokinésithérapie, soit de la balnéothérapie. Donc on peut préciser quand même le segment à rééduquer, donc ça c'est quand même très utile pour le kiné. Ce qui se fait aussi, c'est de faire un petit courrier à part pour le kiné avec toutes les informations médicales qu'on n'est pas obligé, qu'on ne doit pas mettre sur la prescription normalement. Et bien sûr, donc il faut toujours mettre nos objectifs de rééducation, si c'est un objectif de marche, si c'est un objectif antalgique, donc ça c'est très important. Et préciser les contre-indications. Par exemple, un patient qui s'est fracturé le fémur, on sait qu'il ne va pas avoir d'appui pendant 6 semaines, donc ça il faut le préciser. Ou voilà, on attend la radio pour autoriser telle chose. Donc tout ça sont des informations importantes pour le kiné, pour ne pas être nocif pour le patient. Donc, on peut préciser le nombre et la fréquence de séances de kinésithérapie qu'on veut. Il faut préciser si on veut que ça soit à domicile ou en cabinet. Et bien sûr, ne pas oublier l'ALD ou l'accident de travail parce que ça change la donne pour le remboursement. Donc, les indications de la kinésithérapie, c'est vraiment très vaste. Donc, ça passe de la douleur, tout ce qui est orthopédique avec raideur articulaire, tout ce qui est plutôt neurologique avec la faiblesse musculaire, l'altération de la commande, l'altération du tonus musculaire, les troubles sensitifs. Et après, ça peut être aussi des objectifs un peu plus fonctionnels. Voilà, on a les troubles de la marche chez le parkinsonien. Et après, il y a aussi le champ du cardiovasculaire, cardio-respiratoire avec la désadaptation à l'effort, les encombrements bronchiques. Un autre aspect qui est quand même assez spécifique des kinés, c'est qu'ils peuvent faire de la rééducation pour les troubles vésico-sphinctériens, donc surtout pour les troubles de l'incontinence. Donc ça, il faut y penser aussi. Et ils font aussi un petit peu de rééducation pour la gêne de l'appréhension, même si c'est plus du domaine de l'ergothérapeute. Mais en libéral, ça reste une bonne alternative de prescrire cela en kinésithérapie. Donc après, on va voir la prescription d'orthophonie parce que voilà, c'est le deuxième paramédical qui peut avoir une activité libérale. Donc lui, il intervient sur donc les troubles de la phonation, de la parole, du langage, des praxies bucco-lingo-faciales, les troubles cognitifs, les troubles de la déglutition et la paralysie faciale. Donc l'orthophonie aussi, c'est un bon relais à l'activité du neuropsychologue qu'on peut avoir en centre de rééducation, qui bien sûr n'est pas remboursé en libéral, et donc du coup, l'orthophoniste prend le relais pour l'activité de rééducation cognitive. Donc pour l'ordonnance, on peut se contenter de mettre bilan et prise en charge si nécessaire, et c'est l'orthophoniste qui gère un petit peu le nombre de séances dont a besoin le patient. Ok, ben maintenant on va passer à l'appareillage. Donc il y a deux types d'appareillage, donc le petit et le grand appareillage. Le petit appareillage, donc c'est surtout le dispositif médical de série, donc à savoir les semelles, les chevillères, les ceintures lombaires, les orthèses. Donc ça, c'est des choses qu'on peut prescrire sur une ordonnance simple qui est remboursée seulement à hauteur de 60% par l'assurance maladie. Et donc, souvent, le prix, il est libre, il est fixé par la pharmacie et donc ça peut souvent dépasser la base de remboursement. Ça peut être également délivré par les podo-orthésistes. Alors, c'est complètement différent du grand appareillage qui est vraiment du champ exclusif des orthoprothésistes. Donc, c'est fait avec des professionnels qui font du sur-mesure. Donc, c'est fait sur une ordonnance spéciale. Je vous avais déjà mis l'ordonnance dans le ASKIT. Donc, c'est l'ordonnance bleue qui est vraiment particulière à ça. Et c'est prescrit par certaines professions médicales, pas toutes. Et bien sûr, c'est pris en charge à 100%. Donc voilà, ça peut être prescrit donc, par les MPR, les orthos, les rhumatos, les neurochir, donc plein de spécialités médicales. Et donc c'est fait après une demande d'entente préalable avec la sécurité sociale.
pour vraiment, il faut justifier en fait son appareillage, hein, parce que comme c'est remboursé à 100%, c'est important que ça soit vraiment utile. Voilà, donc le MPR s'occupe aussi voilà, de tout ce qui est fauteuil roulant manuel, fauteuil roulant électrique, voilà, qui eux peut être fait aussi par le médecin généraliste. Bon, après, la cure thermale, donc ça fait partie des items de MPR, même si c'est plutôt en rhumatologie que c'est prescrit finalement. Donc, ça a des indications aussi très vastes. Donc, on va éviter de faire un catalogue de tout ça, hein. Donc, ça va de la rhumato aux maladies respiratoires, voilà, troubles veineux et tout ça. Donc, ce qui est surtout important de retenir, c'est les contre-indications, hein, parce que c'est ça qui peut éventuellement tomber aux ECN. Donc, c'est tout ce qui est cancer, hémopathie, donc tout ce qui est maladie aiguë et notamment maladie infectieuse, troubles cutanés, troubles veineux avec l'insuffisance veineuse quand même qui est très importante. Tout ce qui est pathologie aiguë non plus, on n'aime pas trop les mettre dans l'eau chaude, donc comme les AVC, l'insuffisance sphinctérienne, donc avec le risque d'incontinence et de fuite pendant la cure. Et voilà, aussi les poussées inflammatoires des rhumatismes. Donc ça peut être prescrit par le médecin traitant, donc c'est aussi un formulaire qui est spécial. On propose toujours une station thermale qui semble adaptée pour la pathologie du patient. Ça ne nécessite pas forcément une hospitalisation, hein, les gens peuvent être logés ailleurs. Et bien sûr, toujours vérifier les contre-indications, hein. Donc le remboursement, on peut avoir aussi un remboursement partiel des frais d'hébergement. Voilà, avec bien sûr les conditions de ressources. Et les cures thermales pour les patients qui travaillent, ça doit être fait pendant un congé annuel. D'accord, ça c'est important. Et donc tous les établissements doivent être agréés et conventionnés par l'assurance maladie. Et ce séjour est à hauteur d'1 fois par an et ne dure que 18 jours. Alors maintenant, l'aspect social, donc qui est un petit peu compliqué des fois pour vous, hein. Donc les aides. Donc, alors, il faut savoir que ça peut être utilisé donc, soit pour un retour à domicile lors d'une pathologie aiguë, donc si le patient a fait un AVC, ou ça peut être utilisé aussi dans le cadre d'une pathologie chronique évolutive, par exemple une sclérose en plaques. Donc, à un moment donné, le patient, il va... Pardon. Le patient, il va se dégrader et en fait, il ne va plus être capable de vivre tout seul sans aucune aide et donc il va falloir mettre en place des aides. Donc, on a plusieurs types d'aides à notre disposition. Donc, tout d'abord, on a les aides humaines, à savoir donc, les auxiliaires de vie qui peuvent aider donc, pour la toilette, pour le nursing. Après, on a des aides ménagères, des aides pour le repas et bien sûr l'infirmière qui va faire tous les soins techniques. On a des aides pour la rééducation. Donc, on peut mettre en place une kinésithérapie, une orthophonie qui peuvent venir aussi à domicile. On peut demander des aides techniques, donc à savoir le fauteuil roulant, manuel, électrique, le lit médicalisé, le lève-malade quand le patient n'est plus capable de faire ses transferts tout seul, et bien sûr les aides financières qu'on va détailler un petit peu plus tard. Tout ça pour que le patient puisse rester à domicile et qu'il ne se sente pas en difficulté et qu'il arrive à mener la vie la plus normale possible. Donc, via le dossier MDPH, on peut aussi demander la carte prioritaire et la carte de stationnement. Donc, les aides humaines. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs différents organismes qui interviennent en fonction de l'âge. Donc, ça aussi, ça peut être assez compliqué. Donc, par exemple, on a l'assurance maladie qui peut aider en fournissant donc, des aides pour les infirmières et les aides soignantes à domicile, qui peut organiser donc une HAD, donc hospitalisation à domicile, et qui peut gérer aussi un service de soins infirmiers à domicile, donc les SIAD, qui sont utilisés quand il y a plusieurs passages infirmiers dans la journée. Par exemple, quand il y a 3 passages infirmiers pour des antibiotiques, ce genre de choses, ça peut être un SIAD qui le fait et ça peut être aussi l'HAD. L'HAD, c'est souvent provisoire. Pour les patients de moins de 60 ans, donc ça sera la maison départementale des personnes handicapées qui va gérer un petit peu toutes leurs aides, hein. Donc, par exemple, pour gérer une tierce personne, donc ça peut être soit une auxiliaire, soit ça peut être un membre de la famille qui est considéré comme personne aidante. On peut avoir un financement par ce qu'on appelle la prestation complémentaire du handicap. Et on peut aussi organiser un service d'accompagnement médico-social pour ces adultes handicapés. Pour tout ce qui est patient de plus de 60 ans, donc là, on fait appel à l'APA. Donc, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie qui est valable en fonction du niveau GIR, donc ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Donc, c'est au niveau du dépendance, de handicap de la personne, hein. Donc,
le score GIR, ça va jusqu'à 6, et en fait, de 1 à 4, donc les patients les plus lourds, les plus dépendants, ont le droit à cet APA. Sinon, en dessous, donc pour les GIR 5 et 6, donc les personnes moins dépendantes, on fait un plan d'action personnalisé qui, lui, est géré par l'assurance maladie. Voilà. Donc, pour tout ce qui est aide technique, là aussi, le remboursement est divisé par les deux structures. Donc, l'assurance maladie va gérer tout ce qui est médicalisé, le fauteuil roulant, canne, déambulateur, réhausse toilette. Et par contre, la MDPH va s'occuper plus de la gestion, de la réorganisation du domicile, avec par exemple une mise en place d'aide de barres d'appui pour les toilettes, d'un siège de bain, de rampe d'accès, qui va mettre en sécurité le logement. Alors, pour les aides financières, donc là aussi, deux cas de figure, l'adulte de moins de 60 ans et l'adulte de plus de 60 ans. Donc, pour tout ce qui est compensation du revenu, parce que des fois, voilà, c'était des personnes qui étaient autonomes et qui travaillaient. Donc, la sécurité sociale va donner une pension d'invalidité. Donc, si la personne avait une activité salariée, on peut avoir des indemnités journalières. Donc, ça, par contre, c'est dans le cas d'un arrêt de travail suite à une maladie ou un accident, mais qui sont non professionnels. Et on peut aussi avoir des rentes ou des indemnités forfaitaires en fonction toujours du taux d'incapacité. La MDPH, quant à elle, va s'occuper de l'allocation adulte handicapé. Donc ça, c'est dans le cas de figure où l'adulte n'a pas beaucoup travaillé et a un taux d'incapacité supérieur à 80%. On peut avoir aussi un complément de ressources qui est lui proposé par la CAF en cas d'invalidité supérieure à 80%. Mais il faut faire la notification via le dossier MDPH. Voilà. Pour tout ce qui est complément pour les aides humaines et les aides techniques, on demande via le dossier MDPH une prestation de compensation handicap, toujours la PCH, qui va nous apporter un complément financier pour ces aides. Et ensuite, par rapport au logement, on a l'allocation logement qui est donnée par la CAF, là aussi après notification MDPH. Donc, c'est vraiment très important, quand vous avez un patient qui est handicapé devant vous, de remplir ce dossier MDPH en vraiment prenant votre patient de A à Z, en voyant voilà, qu'est-ce qu'il a besoin au niveau humain, qu'est-ce qu'il a besoin comme aide financière, comme aide technique. Il faut vraiment tout lister pour ne rien oublier, parce que c'est de ce dossier-là que va dépendre en fait la vie de votre patient. Parce que voilà, les dossiers mettent du temps à être générés et les aides aussi. Donc, on ne va pas attendre la prochaine aggravation ou la fin du contrat pour refaire un dossier MDPH correct. Voilà. Concernant donc l'adulte de plus de 60 ans, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est l'allocation personnalisée d'autonomie qui dépend du GIR. Donc, il faut avoir un GIR entre 1 et 4 pour pouvoir en bénéficier. Après, malheureusement, des fois, le maintien à domicile n'est pas possible et on doit penser à une institutionnalisation de ces patients. Donc là aussi, de cas de figure, en fonction de l'âge, on n'a pas les mêmes structures à disposition. Donc pour les adultes de moins de 60 ans, on va proposer des foyers d'hébergement s'ils sont relativement autonomes. Le foyer de vie ou foyer occupationnel, là aussi, il faut quand même une grande autonomie. Voilà, quand le patient commence à être un petit peu plus dépendant, on va proposer un foyer d'accueil médicalisé, donc un FAM, donc, qui est géré donc, par l'assurance maladie pour les soins, et l'hébergement sont à la charge du pensionnaire, ou bien sûr, il y a les aides sociales qui peuvent aider. Et si les patients sont encore plus dépendants, on va faire appel à une maison d'accueil spécialisée, la MAS, qui est financée par l'assurance maladie. Pour les adultes de plus de 60 ans, donc là aussi, il y a souvent un complément financier quand même à apporter pour ces patients. Donc, on va avoir soit les foyers logements pour les patients les plus autonomes, soit on va avoir l'EHPAD pour les patients les plus lourds. Et maintenant, on va passer à l'enfant. Donc, il faut voir que voilà, l'enfant, c'est une entité à part entière. C'est un patient qui va grandir. Donc, il y a vraiment un projet MPR qui est complexe. Donc, il va prendre en charge 3 aspects différents. Donc, l'aspect thérapeutique. Donc, tout d'abord, voilà, c'est un patient qui est handicapé. Donc, il va falloir dépister les complications du handicap. Donc, tout ce qui est obésité, escarre. Et minimiser les complications de son handicap qu'il a déjà. Par exemple, chez un enfant paralysé cérébral, il va présenter de la spasticité qu'il va falloir gérer au fil des années et gérer aussi en fonction de la croissance pour éviter tout ce qui est déformation ostéo-articulaire. Donc, l'enfant, c'est un être en devenir qui a besoin d'éducation,
Donc là aussi, on va devoir s'adapter soit avec un milieu ordinaire, soit proposer une scolarisation adaptée. Au niveau social, donc là aussi, il faut proposer des choses. Donc, il y a des aides financières et humaines comme chez l'adulte. Et il faut prendre en compte les parents qui ont droit à des aides et à des congés. Ok, donc pareil que chez l'adulte, on fait une évaluation des déficiences. Donc, de manière générale, poids, taille, sommeil digestif et continence. Voilà, au niveau orthopédique, ce qui est important de suivre, c'est l'inégalité de longueur des membres inférieurs, la scoliose et les douleurs avec les échelles adaptées à l'enfant. Au niveau neurologique, le tonus, la spasticité, le déficit sensitivo-moteur. Niveau cognitif, donc il faut bien prendre en charge le retard mental, les troubles intentionnels et psychologiques. Et ensuite, voilà, la marche s'il y a besoin. Donc, on évalue en général la limitation des activités avec la MIFMO. C'est vraiment l'échelle à retenir. Donc, chez l'enfant, donc, le rôle de la MDPH, ça va être d'évaluer les besoins de compensation et le taux d'incapacité et de proposer un plan personnalisé de compensation de ce handicap en tenant compte du projet de vie. Parce que, voilà, comme on disait, c'est un être en devenir. Donc, il y en a qui vont vouloir poursuivre leurs études pour pouvoir travailler plus tard, d'autres qui ne pourront pas. Donc, il faut vraiment s'adapter à tout ça. Donc, voilà, on essaie au maximum quand même de scolariser les enfants dans un milieu ordinaire, mais bien sûr, cela n'est pas forcément possible, où il y a nécessité d'aide. Donc, on va orienter vraiment les enfants en fonction de leur handicap dans des établissements scolaires différents. Et on va pouvoir mettre en place un accompagnement particulier avec les auxiliaires de vie scolaire. Et on va pouvoir aussi aménager, par exemple, l'aménagement du bureau, de l'accessibilité pour l'enfant qui est en fauteuil roulant, ce genre de choses. Donc, les aides sociales, donc là aussi, on passe par un dossier MDPH. Donc, on va pouvoir faire appel à des aides financières pour la compensation du handicap en cas d'incapacité supérieure à 80%. On a une allocation d'éducation à l'enfant handicapé, l'AEEH. On a là aussi une prestation de compensation du handicap, la PCH. On peut proposer aux parents des congés de présence parentale et une allocation journalière. Et il y a comme les adultes, la carte d'invalidité, la carte de stationnement, exonération du ticket modérateur. Et voilà. Et maintenant, on va parler du coup de l'orientation scolaire et médico-sociale. Donc là aussi, c'est décidé en fonction du dossier MDPH. Donc, on va aller soit vers des structures éducatives normales ou ordinaires. On peut proposer aussi une scolarisation à distance via le CNED. Ensuite, on a des classes spécialisées, donc Ulysse, CECPA, tout ça. Et après, on a tout ce qui est structure médico-éducative. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que chez les enfants jusqu'à 6 ans, ça sera le centre d'action médico-sociale précoce, donc qui va gérer et l'aspect scolaire et l'aspect rééducatif qui sont complètement intriqués. Et ensuite, on proposera soit des instituts d'éducation motrice, soit des instituts d'éducation sensorielle en fonction du handicap. Il y a plein d'établissements différents qui existent. Voilà, bon, on a fait le tour, je pense, des questions qui tombent en rééducation. Donc, je crois que ma collègue a pu répondre à quand même pas mal de questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses J'ai pas tout fini encore. Hop. J'ai pas fini toutes les questions, mais on va reprendre celles dont j'ai pas encore répondu. Que j'ai pas encore répondu. Voilà, on essaie de répondre au mieux. Je pense que je peux arrêter du coup. Ouais, c'est sur le côté. Je crois qu'il y a beaucoup de questions sociales. Ouais, et
Quel est le délai recommandé pour le changement de position pour les patients qui passent spontanément? Pour le changement de position, on peut faire toutes les 3 heures. Pour les escarres. Pour prévenir les escarres, voilà, on fait des changements de position en décubitus latéral, sur le dos, et donc du coup, ça fait 3 changements, et on fait ça toutes les 3 heures en général. Est-ce qu'un kiné peut prescrire une attaque d'hypercapnie? Oui, le kiné peut prescrire des petites orthèses de série, il n'y a pas de souci. La canne, le côté. Ouais, la canne chez l'hémiplégique, c'est du côté sain. De toute façon, je ne pense pas que ce soit des questions qu'on vous pose aux ECN, mais... Et puis, question pratique, quand on est hémiplégique et que un côté ne fonctionne pas, on ne peut pas tenir sa canne. Donc, oui, c'est sûr, parce que souvent, chez les hémiplégiques, c'est quand même le membre supérieur qui est le plus déficitaire, donc ils ne peuvent pas tenir leur canne de ce côté-là. Bon, je pense que c'est pas du tout une question qu'on peut poser aux ECN, ça. C'est là pour si c'est une pathologie, c'est remboursé à 100% si c'est une pathologie neurologique. Hein. Oui, ça c'est oui. Donc la question c'était, y a-t-il une limite en termes de prescription? Exemple, le nombre de perfusions quotidiennes pour l'HAD. Alors non, je pense pas qu'il y ait de limite. Hein. Vraiment, c'est eux qui voient selon leur personnel ce qu'ils sont capables de mettre en place. Mais c'est vrai que des fois, il y a des HAD qui passent 4 fois par jour. Hein. Moi, j'ai déjà vu pour des antibiotiques, oui, c'est 6 fois par jour. Hein. C'est selon leurs moyens, eux. Hein. Il n'y a pas de limite à ma connaissance. Est-ce que c'est l'âge qui permet de participer 60% du salaire intérieur pendant la formation au changement de poste? Ah non, alors l'AH, faut retenir, hein, c'est pour les personnes qui n'ont pas travaillé en fait. Hein. Souvent, c'est des gens qui étaient déjà handicapés enfants et qui en fait n'ont jamais pu travailler et n'ont jamais eu de revenus. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour l'AH, il faut rester simple. Hein. Alors, la question c'est si un patient recevait une PCH à moins de 60 ans, est-ce qu'elle peut se poursuivre après 60 ans? Ben non, à un moment donné, il faut faire un dossier d'APA. Hein. Voilà. Après, ça peut se chevaucher un petit peu. C'est-à-dire que s'ils sont vraiment un peu borderline et proches de la retraite, ça peut se chevaucher sur quelques années. Mais à partir du moment où ils ont plus de 60 ans et qu'ils sont à la retraite, de toute façon, il faut faire la grille à agir avec la demande d'APA à la place du coût de la PCH. Non, la AH, c'est pas la MDPH. La technique. Ouais. De toute façon, la AH, c'est pas la MDPH. Il y avait une question qui était le taux d'incapacité qui était évalué par le médecin conseil de la sécurité sociale et qui peut servir pour pension d'invalidité, rente ou capital, ou alors la AH. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que la AH, ça dépend de la MDPH. Donc, c'est vraiment à part. C'est deux prestations en fait qui sont délivrées par deux organismes différents. C'est pas la même chose. Nous, on prend en charge la JPP. La JPP est prise en charge par la Sécu. Qui verse la JPP, la MDPH ou la CAF? Alors, la JPP, c'est la Sécu. Alors, en tout cas, c'est pas du tout la MDPH. Ouais. Alors, la CAF, par contre... Non, la CAF, je pense que c'est plus pour le logement. Ouais. Est-ce que la pension d'invalidité des indemnités journalières pour moi, moi, j'aurais dit oui. Ouais, t'aurais dit oui. Oui, pour moi, oui, la pension d'invalidité et les indemnités journalières sont cumulables. C'est le médecin Oui, en général, c'est le pédiatre. Hein, ouais, mais t'en redis la question peut-être. Ah oui, pardon. À l'oral. La question, c'était c'est le médecin qui aiguille directement vers la CAMS.
Oui, 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 c'est le pédiatre en général, dès qu'il voit que voilà, qu'il y a des troubles, qui oriente l'enfant vers cette structure-là. Alors non, alors la question c'était, oui, le polyhandicap chez l'enfant comprend-il obligatoirement un retard mental? Et donc un enfant tétraplégique peut-il être scolarisé en institut d'éducation motrice ou plutôt en IME? Question du collège de MPR, merci. Alors, deux questions. Ouais, alors des questions. Donc, pour moi, le polyhandicap, c'est pas forcément un retard mental, hein. Ça peut être un déficit sensoriel et un déficit moteur, hein. C'est le fait d'avoir plusieurs difficultés. Donc, par exemple, le tétraplégique est un polyhandicap, mais il n'a pas de retard mental. Il peut ne pas avoir de retard mental, oui. Voilà. Et est-ce qu'un enfant tétraplégique peut être scolarisé en IEM, pardon? Bah oui. 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 Alors oui, tout à fait. Donc la question c'est, un patient avec une escarre sacrée peut-il être assis? Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est assis, on n'est pas sur son sacrum, théoriquement, on est sur ses ischions. Et c'est la position en fait allongée, on est en appui sur le sacrum qu'il faut éviter. Et donc, comment on fait pour le mettre en décubitus latéral? Et ben, on demande à nos ergos de nous fournir des coussins de positionnement pour caler, caler le patient. Des coussins ou des traversins selon, comment est le patient. Question technique. Donc, concernant les positions luxantes de la PTH, oui, alors concernant les positions luxantes sur PTH, ça dépend de la prothèse ou de la voie d'abord. Alors, la position luxante de la PTH, hein, donc c'est l'adduction-rotation interne. Donc, c'est sûr, ça dépend pas vraiment de la prothèse, même s'il y a des prothèses qui sont plus couvrantes. Et alors, la voie d'abord, donc il y a, on va dire, on disait que voilà, la voie antérieure était protectrice pour éviter les positions luxantes, mais en fait, il n'y a jamais de papier qui est sorti là-dessus. Donc, au moins, retenez juste, voilà, le fait de croiser les jambes, ça, c'est la position qu'il faut surtout éviter quand on a une prothèse de hanche. Et surtout, c'est parce qu'en fait, quand c'est la voie postérieure, effectivement, c'est la position croiser les jambes, donc adduction, rotation interne. Et théoriquement, on disait que la position antérieure, et du coup, la position luxante, c'est l'inverse. Donc, c'est extension de jambes et rotation externe qui est plus. On n'a pas fini, désolé. Qui était luxante, et c'est une position qui est plus difficile à réaliser au quotidien en fait. Alors la question c'était, la PCH est attribuée à vie si votre état de santé ne peut pas s'améliorer. C'est assez étonnant parce qu'on ne demande jamais de PCH pour des personnes qui sont âgées. Donc, oui, on est d'accord qu'effectivement, on ne fait pas que du social. Non, on ne fait pas que du social. C'est une spécialité effectivement qui a beaucoup de social, mais ce n'est pas que ça. Et c'est vrai que le CN, c'est très théorique, alors qu'en vrai, la MPR, c'est vraiment très varié sur le plan pratique, avec beaucoup de gestes techniques que finalement, on ne vous apprend pas aux essais. Voilà. Et finalement, quand vous commencez l'internat de MPR, en fait, vous dites que vous avez appris plein de choses, mais ce n'est pas le quotidien des MPR ou sur le plan pratique. Il faut connaître les différentes structures de l'enfant selon le handicap. Oui, malheureusement, je pense que oui, il faut connaître les différentes structures pour l'enfant. C'est dans le collège, donc ça peut tomber. La position donc assise est bien à risque d'escarre sacrée. Donc, ce que je vous disais, c'est théoriquement non si le patient est bien assis sur ses ischions, c'est-à-dire bien droit. Par contre, effectivement, s'il a une rétroversion du bassin et qu'il est un petit peu, entre guillemets, affalé sur son fauteuil, à ce moment-là, on peut avoir un appui au niveau du sacrum. Et à ce moment-là, effectivement, il peut avoir, ça peut majorer l'escarre sacré. Mais théoriquement, un escarre sacré, il n'y a pas d'hyper-appui sur le sacrum quand on est bien assis, c'est-à-dire bien à 90 degrés, on est sur ses ischions. Et pour la PCH, après la PCH, comme toutes les aides en fait qui sont demandées via le dossier MDPH, c'est jamais vraiment acquis à vie parce qu'il faut toujours refaire un dossier parce que le dossier expire à un moment donné. Donc
Et puis en plus, et puis tout dépend du handicap. Donc si la MDPH, c'est valable pour tous les handicaps, que ce soit des handicaps neurologiques. Donc effectivement, ça, souvent, ça ne récupère pas forcément. Mais après, si c'est un handicap, entre guillemets, temporaire, parce que c'est orthopédique, etc., effectivement, le dossier est peut être remis en question. L'important, c'est de savoir que lorsqu'on a la fin, on la garde à vie. Oui, normalement, on la garde. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, on attend peut-être un peu. Bon, j'espère que ça a été clair. Hein. C'est vrai qu'on a essayé de simplifier un petit peu pour les aides sociales et tout, mais ça reste compliqué parce qu'il y a plusieurs organismes qui rentrent en jeu. Et voilà. On avait mangé avant. Et en tout cas, sachez que la MPR que vous apprenez au ECN, c'est pas forcément celle qu'on pratique tous les jours au quotidien et c'est beaucoup plus fun. Bon, ben, bon appétit à vous alors. Et on espère qu'il y en a qui choisiront la